Imaginez le silence. Non, vraiment. Essayez de le visualiser. Nous sommes au cœur de la Russie, dans la région de Tambov, à près de 500 km de la frontière ukrainienne. C'est la nuit du 12 février. Il fait un froid glacial, ce genre de froid qui pénètre les os et fige le temps. Tout semble calme, immobile, presque éternel. Les gardes de l'usine Michurinsky Zavod Progress font leurs rondes habituelles, l'esprit probablement ailleurs, engourdi par la routine et la certitude arrogante qu'ils sont en sécurité, loin, très loin de la ligne de front. Après tout, qui pourrait les atteindre ici? C'est le cœur industriel de la machine de guerre de Poutine. Et puis, en une fraction de seconde, le ciel se déchire. Ce n'est pas un bruit progressif, c'est un déchirement violent, suivi d'un flash aveuglant qui transforme la nuit en jour. Le sol tremble, non pas comme un tremblement de terre, mais comme si la terre elle-même rejetait ce qui vient de se passer. Une série d'explosions secoue l'usine et soudain, ce n'est plus l'hiver russe silencieux, c'est l'enfer. Je veux que vous ressentiez la panique de cet instant. Les rapports qui nous parviennent décrivent une scène de chaos absolu. Ce ne sont pas des systèmes de défense aérienne sophistiqués qui entrent en action avec la précision d'un ordinateur. Non. On parle de soldats russes, courant dans tous les sens, levant leurs fusils d'assaut vers le ciel noir, tirant désespérément avec des armes légères sur des projectiles qui foncent sur eux à une vitesse vertigineuse. C'est pathétique, c'est terrifiant. Et c'est l'image parfaite de ce qui vient de se passer. La technologie de pointe ukrainienne contre la panique brute d'une superpuissance prise au dépourvu. La fumée commence à s'élever, noire, épaisse, toxique. Elle est si massive qu'on peut la voir à des dizaines de kilomètres à la ronde. Un signal de fumée géant qui hurle au monde entier que le sanctuaire de Poutine a été violé. Honnêtement, même moi, j'ai du mal à croire à l'audace de cette frappe. Vous devez comprendre que ce n'est pas juste une usine qui brûle. C'est le symbole d'un échec monumental de la part de l'Occident et d'une réussite spectaculaire de l'Ukraine. En quelques heures, Kiev a accompli ce que l'Europe et ses sanctions ont échoué à faire pendant des années. Ils ont physiquement, brutalement, stoppé la production. Ils ont arraché les yeux de la bête. Mais pourquoi cette usine? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur la fragilité réelle de ceux qui se prétendent invincibles? Mais avant de plonger dans les détails techniques de ce carnage stratégique, je veux que vous vous posiez une question. Si une nation, assiégée, bombardée quotidiennement, peut frapper avec une telle précision à des centaines de kilomètres chez son agresseur, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour la notion de puissance? Est-ce que la force brute est devenue obsolète face à l'ingéniosité du désespoir? Vous savez, on passe notre vie à croire que le pouvoir réside dans la taille. La taille de l'armée, la taille du compte en banque, la taille du territoire. C'est une erreur fondamentale, une illusion d'optique que l'histoire s'amuse à corriger encore et encore. Le vrai pouvoir, le pouvoir le plus pur, ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la précision. C'est la capacité d'identifier le point de pression unique, ce petit nerf critique qui, s'il est touché, paralyse tout le corps. Nous voyons souvent nos dirigeants, ou même nos patrons, s'entourer de murs, de sécurité, de protocoles, pensant que l'épaisseur du mur garantit la sécurité. Mais le pouvoir rend aveugle. Il crée une arrogance, une sorte de myopie, où l'on finit par croire que parce qu'on est grand, on est intouchable. C'est là que la chute commence toujours. Pas quand les murs tombent, mais quand on cesse de regarder par-dessus pour voir ce qui arrive. Revenons à Tambov. Ce que l'Ukraine a visé cette nuit-là, ce n'était pas un simple entrepôt rempli de vieilles caisses de munitions vides. C'était chirurgical. L'usine Michurinsky Zavod Progress fabrique l'équipement complexe, les cerveaux électroniques, les modules de commutation, les éléments radioélectroniques. Ce sont ces composants qui permettent aux missiles et aux avions russes de savoir où ils vont. Sans eux, un missile n'était qu'un tube de métal rempli d'explosifs, aveugle et inutile. L'Ukraine n'a pas juste frappé un bâtiment. Elle a aveuglé les forces de missiles russes. Pensez à l'ironie de la situation. Poutine a passé l'hiver à intensifier ses attaques de missiles sur les infrastructures énergétiques ukrainiennes, essayant de geler la population, de briser leur volonté avant l'arrivée du printemps. Il a utilisé ces mêmes missiles, guidés par les composants fabriqués dans cette usine même, pour terroriser les civils. Et la réponse de l'Ukraine? Elle n'a pas été de frapper au hasard, elle a été de remonter à la source, de couper le mal à la racine. C'est une frappe qui résonne bien au-delà des frontières russes, car elle envoie un message glaçant à l'Europe. Vos sanctions ne marchent pas. Les débris des missiles trouvés en Ukraine montrent qu'ils ont été fabriqués quelques semaines seulement avant d'être tirés. La Russie reçoit toujours les composants. L'usine Progress tournait à plein régime, jusqu'à cette nuit du 12 février. Les autorités russes, fidèles à leur habitude, ont tenté de masquer la réalité. Le gouverneur de la région, Yevgeny Pervichov, a sorti la vieille excuse des débris de drones.
Il a affirmé que l'attaque avait été repoussée et que l'incendie était dû à la chute de débris. C'est presque risible, si ce n'était pas si tragique. Nous avons tout arrêté, mais l'usine brûle quand même. Les canaux télégrammes russes, souvent plus réactifs et moins censurés que les médias d'État, racontent une toute autre histoire. Ils parlent d'une tentative désespérée de cacher l'incident, de routes bloquées, de rumeurs de victimes, et d'un feu si intense qu'il est impossible à ignorer. Vous imaginez être un citoyen russe dans cette ville voisine. Vous entendez le gouvernement dire « tout va bien », mais vous regardez par votre fenêtre et le ciel est orange, l'air sent le plastique brûlé et les produits chimiques. C'est là que la réalité psychologique de cette guerre frappe le plus fort. Ce n'est pas seulement une perte matérielle pour la Russie, c'est une perte de contrôle sur le récit. Quand vous ne pouvez plus cacher le feu, vous ne pouvez plus cacher votre vulnérabilité. Et pour un régime autoritaire, la vulnérabilité est une sentence de mort. L'usine ne produisait pas seulement pour l'armée, elle fabriquait aussi des équipements pour les oléoducs et gazoducs, l'artère vitale de l'économie russe. En frappant ici, l'Ukraine a touché le portefeuille du Kremlin, une économie déjà chancelante où les revenus pétroliers s'effondrent. C'est une attaque totale, sur tous les fronts, militaire, économique, psychologique, mais ce qui me fascine le plus, c'est l'arme utilisée. On parle de drones à longue portée, mais aussi de quelque chose de nouveau, de plus sinistre pour les Russes, le Flamingo. Un hybride missile-drone que personne n'avait vu venir. Une arme qui, selon Poutine, ne devait jamais exister. Comment une nation supposée être à genoux peut-elle développer une technologie capable de frapper à près de 2000 km de profondeur ? Cela nous amène à une réflexion inconfortable. Nous vivons dans un monde où nous pensons que l'innovation est le privilège des riches, des stables, des développés. Mais regardez ce qui se passe sous nos yeux. L'Ukraine, sous une pression existentielle, innove à une vitesse qui laisse l'OTAN perplexe. Est-ce que le confort ne serait pas, en réalité, l'ennemi du progrès ? Il y a une leçon brutale ici sur la nature humaine et l'adversité. Nous cherchons tous la sécurité, le confort, la stabilité. Nous pensons que c'est là que nous serons les plus performants. Mais l'histoire nous montre que c'est faux. L'esprit humain est une machine étrange qui ne tourne à plein régime que lorsqu'il n'a pas d'autre choix. La nécessité n'est pas seulement la mère de l'invention, c'est la mère de la survie. Quand vous êtes dos au mur, quand chaque seconde compte, vous ne faites pas de réunions interminables, vous ne remplissez pas de formulaires en triplicata. Vous agissez, vous créez, vous devenez dangereux. La corruption, la bureaucratie, la lenteur, ce sont des maladies de temps de paix, des maladies de l'abondance. La question est, devons-nous attendre la catastrophe pour réveiller ce potentiel en nous ? Ou sommes-nous capables de simuler cette urgence avant qu'il ne soit trop tard ? Revenons à cette nuit fatidique. L'usine de Tambov n'était que le début. C'était le premier coup de tonnerre d'une tempête parfaitement orchestrée. Pendant que les pompiers luttaient contre les flammes, l'usine progresse. À des centaines de kilomètres de là, dans la région de Volgograd, un autre cauchemar commençait pour la Russie. L'Ukraine a exécuté ce qu'on appelle un double tape spectaculaire. Les missiles Flamingo ont pris leur envol, traversant l'espace aérien russe, invisible, mortel, pour s'abattre sur un arsenal du Grau. Le Grau, c'est la direction principale des missiles et de l'artillerie. C'est là que la Russie stocke ce qu'elle a de plus précieux pour tuer. L'installation près de Kotlouban a été littéralement annihilée. Les rapports parlent de détonation secondaire. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le missile ukrainien a touché sa cible, et que la cible elle-même a commencé à exploser. Les munitions russes, destinées à tuer des Ukrainiens, se sont retournées contre leur maître, explosant sur le sol russe, détruisant l'infrastructure russe. C'est une justice poétique d'une violence inouïe. Le gouverneur de Volgograd, Andrei Bocharov, a dû admettre qu'un incendie s'était déclaré dans une installation du ministère de la Défense, forçant des évacuations d'urgence. Encore une fois, il a parlé de menace repoussée. Mais comment peut-on dire qu'on a repoussé une menace quand l'arsenal entier est en train de s'évaporer dans un champignon de feu ? Et comme si cela ne suffisait pas, la raffinerie de pétrole Elou AVT1 a aussi été frappée. C'est une coordination qui donne le vertige. 3 sites majeurs, vitaux pour l'effort de guerre, frappés simultanément ou presque. L'Ukraine ne se contente plus de se défendre. Elle démantèle méthodiquement la capacité de la Russie à faire la guerre. Elle détruit la production, Tambov, le stockage, Kotlouban, et le carburant, la raffinerie. C'est un cours magistral de stratégie militaire moderne. Les experts militaires, comme ceux de l'Institut de Londres, soulignent que ces frappes remettent en cause la doctrine stratégique russe tout entière. La Russie a toujours compté sur sa profondeur stratégique. L'idée est simple, le pays est si grand qu'on peut toujours reculer, mettre ses usines hors de portée, se cacher dans l'immensité de la steppe. Mais avec des armes comme le Flamingo, capable de voyager sur 3000 km, il n'y a plus de cachette. Il n'y a plus d'arrière-pays sûr.
Chaque mètre carré de la Russie européenne est désormais une cible potentielle. C'est un changement psychologique dévastateur pour le Kremlin. Poutine pensait pouvoir mener une guerre à l'extérieur. Une opération spéciale lointaine que les Russes regarderaient à la télé. Maintenant, la guerre brûle dans leur jardin. On doit parler de ce que cela coûte à la Russie. Pas seulement en argent, même si les chiffres sont ahurissants. Plus de 74 milliards de dollars de dégâts en 8 mois, mais en crédibilité. Le contrat social de Poutine avec son peuple est basé sur une promesse simple. Donnez-moi votre liberté, je vous donnerai la sécurité et la grandeur. Mais quand les usines brûlent, quand les raffineries explosent, quand les drones survolent les villes, que reste-t-il de ce contrat? Seulement la perte de liberté. Mais il y a un aspect encore plus sombre à tout cela. La réaction de la Russie n'est pas de changer de stratégie, ni de chercher la paix, c'est le déni et la vengeance aveugle. Ils continuent de produire des missiles, essayant de dépasser leurs pertes par la masse. Pour chaque 100 missiles tirés, ils en produisent 120 ou 150. C'est une course contre la montre. L'Ukraine détruit les usines pour arrêter cette production, pour briser ce cycle infernal. C'est une lutte entre la qualité de la frappe et la quantité de la production brute. Et au milieu de tout ça, le mensonge continue de prospérer. Les autorités russes mentent à leur peuple, mentent au monde, et finissent probablement par se mentir à elles-mêmes. Ce tissu de mensonges, cette dissonance cognitive, où l'on voit le feu mais où l'on doit croire le communiqué officiel, qu'est-ce que cela fait à l'âme d'une nation? La vérité est une chose étrange. Nous pensons souvent qu'elle est fragile, qu'elle peut être cachée, enterrée, manipulée. Et c'est vrai, à court terme. Mais la vérité a une propriété physique. Elle est têtue. Le mensonge demande de l'énergie. Il faut le construire, l'entretenir, le défendre, le réparer quand il se fissure. C'est épuisant. C'est une hémorragie constante d'énergie mentale et politique. La vérité, elle, n'a besoin de rien. Elle est juste là. Le feu à l'usine Progress est une vérité. Peu importe les mots du gouverneur, la fumée est là. Dans nos propres vies, combien d'énergie gaspillons-nous à maintenir des façades? À prétendre que tout va bien, que nous sommes compétents, que nous sommes heureux, alors que l'usine brûle derrière nous? La corruption d'un système politique commence toujours par la corruption du langage, par le refus d'appeler les choses par leur nom. Quand explosion devient incident, la réalité elle-même commence à se dissoudre. Revenons à la stratégie ukrainienne. Ce qui est fascinant, c'est la résilience de leur propre production. Poutine pensait avoir gagné une victoire majeure plus tôt en février. Ses services de renseignement avaient localisé une ligne de production de missiles Flamingo et l'avaient frappée. Ils ont dû célébrer au Kremlin, porter des toasts à la fin de la menace. Mais quelques jours plus tard, Zelensky, avec ce calme qui le caractérise, a lâché une bombe rhétorique à Munich. Une ligne de production a été détruite, mais elle a déjà été relocalisée, et la production a repris. C'est incroyable. C'est l'essence même de la guerre moderne. Ce n'est pas statique, c'est fluide. Vous détruisez une usine, nous la déplaçons. Vous bloquez une route, nous passons par les airs. C'est un jeu du chat et de la souris, à une échelle industrielle. L'Ukraine ne se contente pas de résister. Elle s'adapte plus vite que la Russie ne peut détruire. Et c'est là que l'Europe devrait avoir honte. L'Ukraine a dû faire cela seule. Elle a dû développer ses armes, ses hybrides, ses tactiques, parce que les sanctions occidentales étaient trop perméables, trop lentes, trop timides. Nous avons laissé des trous dans le filet, et la Russie a continué à nager. L'Ukraine a dû prendre un harpon. L'attaque sur l'usine Progress est aussi une vengeance, une réponse directe aux tentatives russes de geler l'Ukraine. La Russie essaie de faire passer ses attaques sur l'énergie pour des mesures forcées, des réponses légitimes. C'est du délire. Frapper une centrale électrique pour qu'une grand-mère gèle dans son appartement à Kiev est un crime de guerre, point final. Frapper une usine qui produit des systèmes de guidage pour missiles à Tambov est un acte de guerre légitime. La distinction morale est claire, même si la fumée de la guerre tente de tout griser. Nous approchons d'un point de bascule. Ces frappes ne sont pas des incidents isolés. Elles font partie d'une campagne qui vise à rendre la guerre insoutenable pour la Russie. Si vous ne pouvez plus exporter votre pétrole parce que vos raffineries brûlent, si vous ne pouvez plus guider vos missiles parce que vos usines électroniques sont en cendres, combien de temps pouvez-vous continuer à envoyer des hommes dans le hachoir à viande? Mais il reste une question qui me hante en regardant ces images de flammes s'élevant dans la nuit russe. Jusqu'où cela peut-il aller? Quand un système rigide et puissant commence à se fissurer, il ne plie pas doucement, il casse. Et quand la Russie cassera, l'onde de choc sera mondiale. Sommes-nous prêts pour ce moment? Ou sommes-nous, comme les gardes de l'usine Progress, en train de regarder ailleurs, convaincus que nous sommes en sécurité? La responsabilité est un mot lourd. Nous aimons penser que nous sommes des spectateurs de l'histoire. Nous regardons les nouvelles, nous scrollons sur nos téléphones, nous secouons la tête. C'est terrible, disons-nous. Mais l'inaction est une forme d'action.
L'Europe a regardé, a sanctionné mollement, a hésité. Et pendant ce temps, l'Ukraine a dû devenir un guerrier de l'apocalypse technologique pour survivre. Il y a un prix à payer pour l'apathie. Si vous ne réglez pas un problème quand il est petit, il grandit jusqu'à ce qu'il ne puisse être résolu que par le feu. Dans nos vies, dans nos démocraties, nous laissons souvent les choses glisser. Nous tolérons la petite corruption, le petit mensonge, la petite injustice. Et un jour, nous nous réveillons et le feu est à nos portes. La leçon de Tambov n'est pas militaire, elle est civique. L'action est la seule vérité qui compte. Tout le reste n'est que bruit. Alors, où cela nous mène-t-il ? La nuit du 12 février restera dans les livres d'histoire comme le moment où la machine de guerre russe a été éventrée. Non pas par une armée massive de l'OTAN, mais par l'ingéniosité d'une nation qui refuse de mourir. L'image de cette usine en feu, visible à des kilomètres, est le phare d'une nouvelle réalité. La Russie n'est pas invulnérable. Ses défenses aériennes sont des passoires. Ses gouverneurs sont des menteurs incompétents. Et son industrie est à la merci d'un drone fabriqué dans un garage à Kiev. La confrontation finale ne se jouera peut-être pas sur une ligne de front boueuse dans le Donbass, mais dans l'effondrement systémique de l'arrière-pays russe. Quand les citoyens russes réaliseront que Poutine ne peut pas les protéger, que le tsar est nu et qu'il tremble de froid comme tout le monde. L'Ukraine a prouvé qu'elle pouvait porter le fer là où ça fait mal. Elle a transformé la peur. Au début de la guerre, la peur était à Kiev. Aujourd'hui, la peur est à Tambov, à Volgograd, à Moscou. Le vent a tourné. Et quand le vent tourne avec une telle violence, il emporte tout sur son passage. En fin de compte, ces événements nous renvoient à une vérité fondamentale sur la condition humaine. Nous bâtissons des empires, des usines, des systèmes complexes pour nous donner l'illusion du contrôle. Nous pensons pouvoir dompter le chaos. Mais le chaos trouve toujours une faille. La guerre en Ukraine n'est pas seulement un conflit géopolitique. C'est un miroir. Elle nous montre ce qui arrive quand l'hubris rencontre la réalité. Elle nous montre que la volonté humaine, celle de survivre, celle de protéger les siens, est une force bien plus puissante que n'importe quel missile hypersonique. Nous avons vu l'acier brûler, nous avons vu la propagande s'effriter, et nous avons vu qu'il n'y a pas de forteresse imprenable. Que ce soit une dictature militaire ou nos propres certitudes personnelles, tout peut brûler si l'étincelle est assez précise. La question n'est plus de savoir si la Russie va tomber, mais de savoir ce qui naîtra de ses cendres, et si nous aurons la sagesse de ne pas répéter les mêmes erreurs. L'histoire ne se répète pas, elle bégaye, et ce soir, à la lumière de l'usine Progress en flammes, ce bégaiement ressemble étrangement au compte à rebours d'une fin de règne. Restez vigilants. Ne croyez pas ce qu'on vous dit, croyez ce que vous voyez. Et souvenez-vous, même la nuit la plus noire finit toujours par être percée par la lumière, ou par le feu. À vous de choisir lequel.